Et nous gardons un œil sur les marchés à cette heure alors que les investisseurs réagissent à un rapport sur l'emploi plus faible que prévu, montrant un net ralentissement des embauches. Regardez le Dow Jones en ce moment. Il est en baisse de plus de 400 points. Mais en même temps, le président Donald Trump a imposé un tarif douanier élevé aux partenaires commerciaux mondiaux s'ils ne parvenaient pas à conclure des accords commerciaux avec les États-Unis. En avril, le président avait déclaré le jour de la libération. Il avait promis que des tarifs plus élevés stimuleraient l'économie américaine. Trump avait fixé des délais changeants pour ces accords, pour finalement s'arrêter sur aujourd'hui, le 1er août. Le président est passé à l'offensive pendant la nuit, frappant plus de 60 pays avec des taux allant jusqu'à 41% sur leurs importations. Trump a annoncé que ces tarifs prendraient effet dans 7 jours. Et CBS News a appris que cela visait à donner suffisamment de temps aux douaniers pour appliquer les nouveaux taux. Mais les tarifs plus élevés pour nos voisins du Nord prennent effet immédiatement. Trump a relevé les tarifs sur le Canada, les faisant passer de 25% à 35%. Il est important de noter que les marchandises couvertes par un précédent accord commercial sont exemptées, mais les nouveaux taux auront un impact sur le bois, l'acier, l'aluminium et les importations automobiles. Le président a accusé le Canada de ne pas avoir réglé le flux de fentanyl entrant aux États-Unis. Trump a également déclaré ceci à propos de ce qui se cache derrière l'augmentation visant le Canada. Ils ont imposé des tarifs très élevés à nos agriculteurs, certains de plus de 200%. Et ils ont très maltraité nos agriculteurs. Ils ont très maltraité notre pays pendant des années. Et vous voyez, nous aimons le Canada. J'adore le Canada. J'ai tellement d'amis au Canada, mais ils ont été très mal dirigés. Ils ont été très mal dirigés. Et tout ce que nous voulons, c'est de l'équité pour notre pays. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que son pays était prêt à faire face aux tarifs plus élevés. Il a dit, en partie, le Canada sera son propre meilleur client, créant davantage de carrières bien rémunérées chez nous, alors que nous renforçons et diversifions nos partenariats commerciaux à travers le monde. Alors, passons à Washington avec le journaliste politique de CBS News, Zach Hudak. Zach, merci de votre temps aujourd'hui. La Maison-Blanche a-t-elle réagi à ces chiffres de l'emploi plus faibles ? Muga, nous venons de recevoir une déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dans laquelle elle minimise ces chiffres. Elle dit que l'inflation est faible, que les salaires augmentent, que le chômage est stable, et elle a continué à faire pression sur le président de la Fed, Jérôme Powell, pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire seul, c'est soumis à un vote, mais c'est quelque chose que nous avons entendu Donald Trump faire à plusieurs reprises. Je voudrais également souligner que Steve Miren, le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, a récemment donné une interview à ce sujet dans laquelle il a reconnu que ces chiffres étaient acceptables, mais pas exactement ce qu'ils espéraient. Mais il a déclaré qu'en ce qui concerne l'incertitude alimentée par les tarifs douaniers, cette incertitude était cruciale pour obtenir l'effet de levier nécessaire à la conclusion d'accords. Il y a donc une forme intéressante de tournure de la part de la Maison-Blanche où ils affirment en quelque sorte qu'ils ont volontairement accepté de se mettre dans une position légèrement inconfortable comme tactique de négociation avec ces autres pays. C'est intéressant. Le président a annoncé une longue liste de pays sur lesquels il imposera de nouveaux tarifs à partir de la semaine prochaine. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, je pense que ceux qui se démarquent le plus sont les 39% pour la Suisse, les 25% pour l'Inde. Ce sont des pays avec lesquels nous avons beaucoup d'échanges commerciaux. Les plus élevés de tous étaient de plus de 40% pour la Syrie, le Laos et le Myanmar, mais ce ne sont pas des pays avec lesquels nous commerçons beaucoup. Je pense que le cas du Canada est celui qui saute le plus aux yeux, de 25% à 35% à minuit dernier, ce qui a particulièrement choqué notre allié canadien. Je signalerai également qu'il y a eu une extension de 90 jours pour l'augmentation des tarifs sur le Mexique, ce qui a surpris pas mal de monde. Vous savez, nos deux alliés du Nord et du Sud, il semble que, au fil de ces négociations tarifaires, le président Trump ait été un peu plus conciliant avec le Mexique qu'avec le Canada. La Maison-Blanche dirait que cela résulte de la volonté du Mexique de négocier, tandis que le Canada continue de dire qu'il essaie de négocier. Oui, et comme vous parliez du Canada, restons sur ce sujet. Car comme vous l'avez dit, le président a frappé le pays avec un tarif de 35%, qui prend effet immédiatement, ce qui nous place clairement en désaccord avec un allié clé et notre troisième partenaire commercial. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? C'est une bonne question, Mugo.
Le Premier ministre canadien a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait revenir à l'accord que le président Trump avait signé lors de son premier mandat, essentiellement un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il ne semble pas que nous allions dans cette direction. Le Canada continue d'affirmer qu'il négocie. Quant à ce que veut le président Trump, de nombreux Canadiens affirment qu'il essaie en fait de les mettre dans une situation économique si inconfortable que la proposition qu'il a déjà évoquée, à savoir que le Canada devienne le 51e État, leur semble plus attractive. Ce n'est pas quelque chose que le président a mentionné ces derniers jours, mais c'est une crainte des Canadiens, et c'est quelque chose qu'il a déjà évoqué dans le passé. Donc, je pense que la prochaine étape sera une poursuite des négociations, et je ferai remarquer que, même si le président Trump a pris le Canada de court avec ses tarifs, les mettant en application à minuit, sans leur donner beaucoup, de préavis, même s'il a agi ainsi tout au long de ses négociations tarifaires ces derniers mois, il a souvent changé d'avis. Il ne serait donc pas exclu qu'avant la fin de la journée ou en début de semaine prochaine, il révise à la baisse ce tarif pour le Canada s'il estime que le Canada revient à la table et fait des concessions. Je pense que c'est probablement l'issue la plus probable, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire dans cette négociation tendue avec notre proche allié, le Canada. Oui, nous allons devoir attendre et voir. Le journaliste politique de CBS News, Zach Hudak, à Washington. Excellent nom au passage, j'adore. Merci beaucoup d'être avec nous sur 247. Très bien, passons maintenant à notre correspondante économique Kelly O'Grady à New York. Kelly, revenons à ce rapport sur l'emploi. Pouvez-vous nous en résumer les principaux enseignements? Oui, donc, il s'agit d'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu. Nous avons ajouté 73 000 emplois au mois de juillet, mais je pense que l'élément le plus important, c'est que nous avons eu des révisions concernant les deux précédents rapports sur l'emploi. Donc pour mai et juin. Et ces révisions montrent qu'en cumulé, plus de 250 000 emplois de moins ont été créés sur ces 2 mois. Souvenez-vous que le dernier rapport sur l'emploi montrait un bon chiffre en apparence, mais il y avait une certaine faiblesse dans le secteur privé. Et cela est devenu encore plus évident à la lumière de ces révisions. En juin, nous n'avons ajouté que 3 000 emplois dans le secteur privé. Donc, si vous prenez tout cela ensemble, je sais que j'emploie beaucoup de termes économiques, révision par-ci, révision par-là. Ce que cela signifie, c'est qu'en mai, juin et juillet chaque mois, nous avons ajouté moins de 100 000 emplois à l'économie. Ce rapport d'aujourd'hui ne reflète donc pas seulement une faiblesse immédiate, nous avons observé un affaiblissement depuis plusieurs mois. Et beaucoup des raisons à cela sont liées aux tarifs douaniers. C'est également lié à la nouvelle politique migratoire qui réduit le nombre de travailleurs disponibles. Ce que cela montre aussi, c'est que beaucoup des témoignages entendus de la part des entreprises, disant qu'elles sont en pause, qu'elles attendent de voir, se confirment. Elles ne procèdent pas à des licenciements massifs, ce qui est une bonne chose, mais elles ne créent pas non plus de nouveaux emplois, car il y a trop d'incertitudes. Et si l'on regarde ce que la Réserve fédérale vient de faire cette semaine, elle a choisi de maintenir les taux d'intérêt inchangés parce qu'elle observe une inflation qui remonte légèrement et un marché de l'emploi qui semblait sain. Eh bien, ce que montre ce rapport, c'est que ce marché du travail commence à montrer des signes de faiblesse, qu'il n'est plus aussi robuste qu'il l'a été au cours de l'année passée. D'accord, Kelly? Alors parlons de la Réserve fédérale, car on sait que le président Trump continue de faire pression sur son président, Jerome Powell, pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Est-ce que ce rapport sur l'emploi pourrait déclencher une telle décision? C'est une possibilité. Nous savons également que la Réserve fédérale va recevoir un autre rapport sur l'inflation et un autre rapport sur l'emploi avant de se réunir pour prendre cette décision. Hier, nous avons eu un rapport sur l'inflation montrant une hausse des prix plus importante que prévu. Le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui montre une baisse des embauches en juillet et sur les derniers des mois. Donc, d'autres données vont arriver, ce qui donnera à la Fed davantage d'informations pour trancher. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné dans le segment précédent, de nouveaux tarifs vont entrer en vigueur. Cela aussi, la Réserve fédérale va le prendre en compte, car cela pourrait influencer les prix dans les mois à venir. Mais moi, j'aime toujours regarder l'historique. Si on revient à la dernière fois où la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt, c'était en septembre 2024, cette décision faisait suite à 3 mois de faibles chiffres de l'emploi, très similaire à la tendance actuelle. Donc, beaucoup de gens se demandent si cela pourrait pousser la Fed à baisser les taux, parce que les données d'un marché du travail en affaiblissement commencent à se manifester. Et c'est ce que Powell répétait lors de la conférence de presse, le marché de l'emploi est bon, il est sain. Donc,
On attend encore plus de données, mais les gens à qui je parle pensent que cela rend probable une baisse des taux lors de la prochaine réunion ou peut-être la suivante. Et Kelly, je suis curieuse ici. Les embauches diminuent. Est-ce parce que les chefs d'entreprise, comme on dit toujours, sont incertains quant à ce qui va arriver à cause des tarifs? Les tarifs en font partie. Ils n'embauchent de pas autant parce qu'ils ne savent pas quelle sera la politique commerciale. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir payer pour importer des biens. Essentiellement, ils ne savent pas comment leurs coûts vont évoluer dans les mois à venir. Et donc, ils ne veulent pas s'engager dans des coûts de main-d'œuvre plus élevés alors que d'autres coûts pourraient aussi augmenter. L'autre chose que l'on entend, c'est que le consommateur devient plus prudent, surtout du côté des bas revenus. Et donc, quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas envie d'embaucher trop de gens si vous ne vous attendez pas à ce que les clients viennent aussi nombreux, n'est-ce pas? Donc, vous faites tous ces calculs et c'est pour cela que les entreprises préfèrent attendre. J'ai aussi mentionné les changements de politique migratoire. Quand il y a moins de travailleurs disponibles dans certains secteurs, on ne crée pas de postes. Mais globalement, les entreprises disent « D'accord, je ne veux pas prendre de décision maintenant ». Et là où ça deviendrait vraiment inquiétant, et je veux insister là-dessus, je ne veux pas que qui que ce soit panique pendant son déjeuner ou son café, c'est si les entreprises décidaient de réduire leurs coûts en supprimant des emplois. Là, il faudrait vraiment s'inquiéter, mais cela, nous ne l'avons pas encore observé. Très bien, la correspondante économique de CBS News, Kelly O'Grady, qui nous aide toujours à y voir plus clair. Merci beaucoup pour votre temps.